Mesdames et messieurs, bonjour à vous qui nous rejoignez à l'instant. Nous sommes très heureux de recevoir un illustre invité. C'est le coordonnateur du mouvement 11 millions de citoyens au Cameroun, candidat à la présidentielle 2018, investi par le parti Univers. On ne le présente plus, il est l'attraction première du Cameroun actuellement, c'est M. Cabral Libye. Il nous a fait l'honneur de nous rendre une visite de courtoisie et nous disons bonjour. Bonjour à vous, bonjour à toute la jeunesse suisse, puisque c'est avec elle, mais en fait, de tous mes compatriotes qui sont à l'écoute, câblés, parce que je crois que il y a le reporter Brice Mousson, le cordeau de Suisse, qui pour l'occasion s'assure de la retransmission en direct de cet échange. Donc voilà, merci de m'avoir invité. Moi je suis très heureux de découvrir votre espace et je crois, enfin je vais peut-être vite en besoin, mais c'est bien la traduction de ce que nos compatriotes qui viennent à l'étranger, ils sont très dynamiques, ils sont très battants. Je précise que nous sommes ici dans un appartement carrément, oui, à plusieurs pièces, parce que j'ai vu de l'autre côté, c'est bien aménagé. C'est Canal Suisse. Voilà, donc c'est une boîte de prod, de production. Enfin, je sais pas, j'aime pas le terme. Canal Suisse, Canal Suisse, je vous explique vite fait, c'est une web TV. Canal Suisse Color. Color, c'est pour les. Parce qu'on nous appelle ici en Suisse les personnes de couleur. Et puis Canal Suisse. C'est vrai que vous en particulier. Voilà. Donc Canal Suisse, on fait donc ce lien entre la Suisse et nous. Parce que on ne va pas parler que de nous, les Africains, on parle aussi de ce qu'on vit ici, cette réalité. Cette expérience que nous avons ici, nous échangeons et pour bien la développer. Et à part, il y a une maison de prod en bas aussi, donc on envoie de temps en temps ces images à nos chers amis un peu partout dans le monde, que ce soit au Cameroun, au Congo, au Nigeria. Donc c'est toute la diaspora africaine qui passe de temps en temps ici. Et je tiens quand même à rappeler qu'à part quelques illustres journalistes qui sont passés ici, M. Cabral Libye est le plus sucré de nos invités. Et c'est vraiment un honneur pour nous, car c'est un futur président qui est assis là. C'est vraiment un honneur pour nous et on espère qu'il nous écoutera. Vous avez été invité ici, c'est pour vous adresser à la jeunesse qui est partie du pays, car nous sommes partis du pays. Nous sommes partis du pays pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques, nous sommes partis du pays. C'est-à-dire, nous avons abandonné notre pays. Nous avons abandonné nos terres. Nous avons abandonné notre bonheur. Nous sommes en exil sans le savoir, sans le vouloir. Nous sommes en exil. On se plaît à dire on est les bénisses, on est en exil parce qu'on a toujours mal, on a toujours envie de rentrer chez nous. Aujourd'hui, nous avons la chance de vous avoir. Et on aimerait partager avec vous ces quelques minutes, qu'elles soient précieuses. Monsieur Cabral Libye, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui prennent vraiment le train de marche aujourd'hui, j'aimerais que vous nous briefiez en quelques minutes comment se fait-il que vous êtes retrouvé aujourd'hui candidat à la présidentielle au Cameroun. D'abord, dans votre propos, si vous n'aviez pas dit toute votre envie de rentrer au Cameroun, j'aurais douté de votre nationalité. C'est bien la preuve que vous êtes Camerounais, parce que c'est le trait caractéristique de tous les compatriotes que je rencontre à l'étranger. Et Dieu merci, j'en ai rencontré dans plusieurs pays, de plusieurs continents maintenant. Tout Camerounais normal, je ne sais pas d'où on tient ça, mais tout Camerounais normal est tellement nostalgique de son pays, de la vie dans son pays, que c'est généralement, je suis sûr au moins à 90%, que c'est à leur corps défendant qu'ils sont obligés de partir. Mais ce n'est pas mauvais, justement. C'est pour cela que moi je suis optimiste par nature. Et je dis toujours, c'est peut-être, je prends à mon compte la fameuse boutade, contre mauvaise fortune, il faut faire bon cœur, mais je veux dire que cette situation d'exode doit être maintenant exploitée à rebours pour que tous ces compatriotes qui se sont expatriés puissent désormais mettre à profit ce qu'ils ont acquis,
ces connaissances, cette expertise, la mettre à profit maintenant pour le Cameroun. Parce que moi, je suis le candidat, et j'en viens à votre question, porteur de la vision du Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Et pour moi, on a des énergies éparpillées dans le monde. Il faut qu'elles se libèrent au profit du Cameroun. Et il faut que ces Camerounais qui vivent au pays comprennent qu'avec eux-mêmes peuvent tirer le meilleur profit de leurs compatriotes qui sont partis. Mais je commence par votre question d'entame. Comment ça se fait que je sois candidat? Mais parce que j'ai l'âge constitutionnel, j'ai 35 ans révolus, j'en ai 38 plus exactement. Et puis j'ai souscrit aux conditionnalités d'ordre juridique qui sont prescrites par la Constitution. Il y a un dossier qu'on constitue. J'ai reçu l'investiture d'un parti politique qui fait partie des 22 qui, au regard de la loi électorale de 2012, sont habilités à investir un candidat à l'élection présidentielle. En fait, seuls les partis ayant des élus pouvaient le faire. Le parti Univers, dirigé par le professeur Nkungondo, qui m'a accordé l'investiture, et puis j'ai pu payer les 30 millions exigibles, les 30 millions de cautionnement, grâce, j'ai envie de dire à vous, peut-être, parce que je ne sais pas toujours qui a contribué ou d'autres, mais grâce en grande partie, au moins pour le tiers, aux compatriotes de la diaspora, parce que les 30 millions, moi je ne les avais pas, je le dis encore, je ne l'ai jamais eu d'ailleurs de toute ma vie, 30 millions, j'en ai jamais eu comme patrimoine personnel, ce n'est ni un tort, ni quoi que ce soit, mais c'est juste que moi j'ai fait le choix d'être encore que je ne sais pas si j'avais vraiment le choix, mais j'ai la posture du candidat du peuple. C'est ce peuple-là qui m'a demandé il y a plus d'1 an de me lancer en politique et d'être candidat à l'élection présidentielle parce que j'avais annoncé que j'étais porteur d'un projet de société et que je voulais me lancer en politique. J'ai demandé à ce peuple qu'il se mobilise afin que nous nous inscrivions sur les listes électorales. On peut faire le bilan de cela, numérique, symbolique, psychologique, si vous voulez. Et puis, j'ai demandé à ce peuple-là de me soutenir pour que je puisse être candidat, ce qui a été fait. Donc, voilà comment je suis aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Mais je crois que tout cela n'a pas été fait sans raison de fond. C'est que, si je m'en tiens à ce qui m'est dit par mes compatriotes, j'incarne quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. J'incarne une nouvelle dynamique. J'incarne le Cameroun de demain, en fait, à partir de maintenant. Mais ce Cameroun que nous voulons tous construire. C'est pour ça que moi, peut-être c'est l'approche inclusive que j'affiche, qui agrège toutes ces énergies que je veux libérer effectivement. Mais moi, je crois que pour bâtir notre pays où il y a toutes les potentialités, et je commence l'émission en battant en brèche définitivement et en évacuant très rapidement l'idée reçue selon laquelle, après Paul Biya, il n'y a personne, et ce serait très difficile pour celui qui va lui succéder. C'est pas vrai. C'est même totalement l'inverse. Je mets quiconque au défi que je suis élu président de la République le 7 octobre 2018. 5 ans plus tard, les gens partiront du monde entier pour venir étudier le miracle camerounais. Les potentialités sont là, les hommes sont là, les ressources sont là, l'intelligence, elle est là. Je l'ai découvert moi-même dans la rédaction du projet de société, dans les équipes de travail que nous avons. Tout est là. Tout ce qu'il faut au Cameroun, c'est un top management adéquat. Et c'est pour cela que le 7 octobre est un rendez-vous historique pour tous les Camerounais. C'est pour ça que je suis à la diaspora, mais j'imagine que vous allez me demander pourquoi je suis là. Le problème vraiment de la jeunesse qui vous a donc poussé, comme vous pouvez dire, à cette candidature, ce problème reste cuisant aujourd'hui. Nous, ça fait environ 15 ans nous sommes partis. Aujourd'hui encore, avant de parler de ce que nous avons besoin dans la diaspora, j'aimerais déjà faire un clin d'œil à ceux qui sont encore à vos pays, le problème de l'emploi. Nous sommes partis de soi. Moi, j'ai fait soi en 2001, je crois avant vous. Soit avant, en 2001. Non, pas avant. Moi, j'étais là 3 ans avant vous. 3 ans avant? Ouais. D'accord. Bon, en 2001, je suis parti de soi et je ne voyais rien d'autre. Je suis parti, je me suis retrouvé ici. Comment est-ce que vous comptez régler le problème de l'emploi des jeunes au Cameroun? De toute façon, que vous soyez parti, je l'ai dit d'antan, ça s'explique. La société camerounaise, elle est asphyxiée en réalité. Il n'y a pas de perspective. Il n'y a pas aujourd'hui, avec le système actuel, il n'y a pas de réelle perspective d'avenir. L'horizon de grandeur, même globalement, est obscurci par les incompétences, les médiocrités des autres, des uns et des autres.
Et nous nous retrouvons effectivement dans un environnement plutôt corseté, asphyxiant à la vérité. Aujourd'hui, pour tout jeune Camerounais, c'est très difficile de se projeter au Cameroun. Vous pouvez faire de bonnes études, vous êtes partis, il y en a qui sont restés, il y en a même qui ont pu, après vous, trouver un emploi, oui. Mais beaucoup, comme vous, sont restés, ont fait des études, mais aujourd'hui sont toujours dans l'attente, effectivement, du premier emploi. Et ça pose déjà, puisque vous parlez de soi, et j'y ai été aussi, j'y suis d'ailleurs encore, ça pose le problème du système éducatif d'antan. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier. Le premier levier, mais ça c'est peut-être à moyen terme, hein, et à plus long terme, le premier levier de la problématique de l'emploi, pour résoudre la problématique de l'emploi, c'est l'éducation. Parce que j'aime toujours dire les choses facilement. Employer, avoir un emploi, travailler, requiert un savoir-faire. On ne travaille pas si on ne sait rien faire. Bon, il y a des choses que tout le monde peut faire. Marcher, monter, descendre. Bon, de la manutention basique. Porter un objet, le poser là, le rangement. Encore que. Il y a une manutention pour laquelle toute personne plus ou moins costaude, valide, est qualifiée. Mais lorsqu'il faut travailler, lorsque ça nécessite un savoir-faire, il faut apprendre le savoir-faire. Et si nous allons à l'école, c'est pour acquérir le savoir-faire. C'est ce savoir-faire acquis à l'école qui nous permet d'être employables par la suite. Et c'est pour ça que nous avons, je ne sais plus, c'est l'axe numéro 8, numéro 9, un système éducatif de mission et d'innovation. Il faut donc inséminer en les jeunes Camerounais le savoir-faire, la semence, oui, qui va germer en eux sous forme de capacité de savoir-faire qu'ils vont donc mettre à profit, soit pour eux-mêmes, on parle d'auto-emploi, soit pour un autre employeur. Alors, le système éducatif actuel, sa vision, elle est passéiste. Si vous prenez la loi d'orientation de 98 sur l'éducation nationale, l'objectif c'est encore la lutte contre l'analphabétisme. C'est écrit noir sur blanc. Si vous prenez la loi d'orientation de 2001 pour l'enseignement supérieur, c'est le décongestionnement de Yaoundé 1. C'est pour ça que la seule réforme qu'on reconnaît à ce système-là, à cette loi d'orientation, c'est d'avoir éclaté Yaoundé 1 en 8. Maintenant, on en a 8. Mais il se passe quand même qu'entre-temps, il y a eu les directives CEMAC qui nous ont ramenés dans le LMD. Là, je parle de l'enseignement supérieur, dans le système LMD, licence, master, doctorat, dans lequel nous sommes entrés, pas tant parce que nous savions exactement vers où ça nous menait, mais davantage de façon mimétique. Parce que c'était la vulgate de l'Union européenne à l'époque, c'est entré par l'Afrique du Nord, et puis ça charriait un certain nombre de financements, et comme nous sommes dans une perspective d'assistanat permanent, dès qu'on sent qu'il y a un filon d'argent quelque part, on y met la tête. Mais de toute façon, la CEMAC en a été le réceptacle, et puis il y a eu des directives CEMAC. Mais on n'a jamais été préparé à cela. Vous qui vous êtes parti en 2001, mais de toute façon, quand on entre dans le LMD, nos universités n'ont jamais été préparées à ce système. C'est pour ça qu'il n'existe que de nom, en fait, aujourd'hui. On fait exactement l'école comme on faisait avant, et la formation n'est toujours pas devenue qualifiante. Je suis resté à soi. Est-ce que si vous sortez de soi aujourd'hui avec une licence en droit, une maîtrise, un master comme on dit, un master 2 même, ancien DEA, un doctorat même, qu'est-ce que vous savez faire? Je suis dans le regret de vous dire rien, rien du tout. De la parlotte juridique, d'accord. Mais est-ce que vous pouvez officier? Vous pouvez plaider? Non. Vous devez rentrer dans un cabinet. Vous pouvez juger, trancher une affaire? Non. Parce qu'il y a toute une technique que l'on ne donne toujours pas dans les universités. Il suffisait pourtant, lorsqu'on est entré dans le LMD, de revoir les programmes afin d'y intégrer la connaissance du savoir-faire en matière juridique. Ce problème continue à s'opposer partout. C'est pour ça qu'il faut réformer le système éducatif, pour en faire un système éducatif de mission. C'est-à-dire qu'il faut former les gens à apprendre à faire quelque chose. Et ça n'attend pas l'université, il faut le commencer au plus bas. C'est pour ça que moi, je reconstruirai les SAR-SM. C'est-à-dire les sections artisanales, rurales et les sections ménagères. Je suis dans un pays qu'on appelle la Suisse, où l'apprentissage est au cœur
de l'employabilité des jeunes. Et ça se fait très jeune. Pourquoi faire de longues études si on n'en a pas besoin? On ne doit faire de longues études que si on en a besoin. On doit avoir le choix. Beaucoup font de longues études parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est pour ça que je dis toujours, chez nous, on fait des études du primaire pour le secondaire pour l'université pour le chômage. Et puis, il y a encore un petit prestige qui est rattaché à cela, qui nous vient de l'époque post-coloniale, où on formait les ngomna. Du coup, quand tu as le BPC, on te tue un porc. Enfin, je le disais à un meeting l'autre jour, on te tue la chèvre. Tu as le bac, tout le monde est content. Tu as la licence, on fait une fête. Mais en fait, on n'en est plus là. La licence aujourd'hui n'est plus quelque chose d'extraordinaire. Donc, il faut que dès après le CEP, le BPC, que l'on puisse orienter, et j'ai employé le terme orienter, que l'on puisse orienter les jeunes vers des secteurs d'employabilité. Maintenant, lorsqu'ils ont acquis le savoir-faire, ils peuvent refaire leurs études comme ils veulent jusqu'à l'agrégation ou après l'agrégation. Mais il faut aujourd'hui que très tôt, les jeunes apprennent un métier et qu'on les envoie en stage dans les entreprises. Mais là-bas aussi, il va falloir faire des réformes dans le secteur de l'entreprise. On peut en parler tout à l'heure. Pour rendre les entreprises aptes à véritablement jouer ce rôle social. Ça veut dire qu'il y a un levier fiscal sur lequel il faut appuyer. C'est pour ça que moi je dis que je vais baisser l'IS de 2 points, passant de 30 à 28, et puis avec les centimes additionnels, on passe de 33 à 30,8, je crois. Il faut donner un bol d'air aux entreprises pour que ces entreprises puissent donc recruter, puissent employer en stage. Et moi, je vais donc activer le levier du crédit d'impôt. C'est-à-dire, j'irai au-delà de la baisse de l'IS. J'irai même au-delà, c'est peut-être pas l'occasion, j'ai présenté en d'autres occasions. Ça veut dire qu'un jeune, par exemple, qui a appris un métier dans un centre de formation, dans une salle SM, peut être employé dans une entreprise, et parce que l'entreprise emploie ce jeune, moi je fais un dégrèvement d'impôt, c'est ça qu'on appelle le crédit d'impôt. Donc moi je lui fais un abattement d'impôt. Pour moi, le calcul, c'est que si ce jeune se montre performant, il est recruté. S'il n'est même pas recruté, j'aurais mis en parallèle un système d'accès facile au crédit pour qu'il puisse, avec d'autres jeunes comme lui, créer une entreprise. C'est vers là que nous allons. Mais là, j'ai activé le volet éducatif, mais de façon concrète, pour régler la question de l'emploi. Le levier qui est le nôtre, ou les leviers. Nous parlons d'une économie de croissance portée par l'agro-industrie, par la construction, par les start-up. Votre entreprise, ici, c'est une start-up qui a vocation à devenir véritablement et pleinement une PME. Agro-industrie, nous l'avons démontré, en mettant en exploitation 200 000 hectares par an. Au bout de 5 ans, parce que nous on a un plan quinquennal en fait, c'est pour ça que volontiers, 5 ans, on crée avec 200 000 hectares, c'est scientifiquement démontré, ça fait 200 000 emplois directs. Je ne parle pas des emplois indirects. En un an, ça fera 1 million d'hectares sur les 15 millions, parce qu'on a en tout 17 millions de terres arables, mais on a à peine exploité 5%, c'est pour ça que je parle de 15 millions de terres arables que nous avons. Et nous voulons, on va y mettre 500 milliards par an, ça je l'ai déjà dit, pour les terres, les indemnisations, la viabilisation des terres et autres. Mais à côté de cela, il faut industrialiser. Et malheureusement, nous sommes dans des environnements où, quand tu parles d'industrialisation, les gens croient que tu parles de la fabrication des fusées. Mais non, j'aime bien prendre le cas de la Suisse où je suis. Pays du chocolat, mais sans cacaoyère. Je n'en ai pas vu une seule en Suisse. Cacaoyère. Mais comment un pays qui n'a pas de cacaoyère est devenu le centre du chocolat mondial? Alors que nous, on a des cacaoyères, mais on n'arrive pas à labelliser le chocolat, mais parce qu'on ne transforme pas le cacao. Alors c'est simple. Aujourd'hui, dans plein de pays dans le monde, en Asie, vous pouvez acquérir des machines à très faible coût qui vous permettent de mettre en route une industrie. Que ce soit de l'agriculture, elle est variée. C'est pour ça que nous disons que dans chaque commune rurale, nous allons créer une agro-industrie. Il faut que désormais les Camerounais se mettent à l'école de la transformation de ce qu'ils produisent. Quel est ce pays qui exporte des billes de bois et qui importe des meubles? On ne peut pas continuer comme ça.
le Cameroun doit aussi devenir une terre d'industrie. Donc en même temps que nous boostons le tissu productif par l'agriculture, nous mettons également un système de transformation pour poser les bases définitives de l'industrialisation. Ça générera des emplois. Mais alors en termes de millions. On peut parler des start-up. Parce que pour les start-up, nous avons un plan tout simple. On va créer un fonds de développement de start-up dans lequel nous allons mettre progressivement de l'argent. Mais les 5 premiers milliards qui vont le renflouer viendront de la mise, de la disparition du Sénat. C'est quand même 15 milliards qu'on y met tous les ans. Nous allons dégager 3 milliards pour remettre en route le conseil consultatif des anciens. Et sur les 12 restants, il y a 5 milliards que nous mettons dans le fonds de développement des médias et 5 milliards immédiatement pour le fonds de développement des start-up. Nous allons créer une plateforme dans laquelle nous allons mettre ensemble tous les start-upers et le monde des entreprises. Et puis tous les ans, avec un jury, nous procéderons à un recrutement de 100 start-up que nous transformerons immédiatement en PME en les faisant accéder au financement et en les accompagnant par la communication. Et c'est à ce niveau d'ailleurs nous voulons mettre en place des marques collectives. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais de chocolat. Vous savez, certains produits ne sont puissants entre guillemets que parce qu'ils sont labellisés. Quand on dit chocolat suisse, parce qu'on a mis Suisse derrière, au fond ce chocolat a exactement la même saveur que le chocolat indien, mais comme on a mis Suisse derrière, ça change la perception. Aujourd'hui, avec la globalisation, l'entrée dans le marché est difficile. Les États doivent créer des marques collectives. En tout cas, moi je le ferai, et on va les labelliser. Ça veut dire que si j'ai 5 producteurs éparpillés dans le Cameroun qui fabriquent, lui, du poivre, qui produit des beignets, un autre des chocolats et puis un autre des chaussures, on peut décider de donner à ce nom un nom commun à ces produits qu'on va appeler Joie du Camer. Je dis n'importe quoi. Et on va labelliser cela. Ça fera que on saura que Joie du Camer chaussures, Joie du Camer chocolat, Joie du Camer beignet, c'est de la qualité. Vous le voyez aujourd'hui, notamment dans l'agroalimentaire. Vous voyez aujourd'hui les pâtes alimentaires porter le même nom qu'un jus, porter le même nom. C'est ça les marques collectives. Et l'État doit pouvoir les impulser. Ça c'est pour les start-up. Et puis la construction, évidemment, on le sait tous. Dans les pays occidentaux, ça a toujours été le premier levier de l'emploi en temps de crise. La construction, et Dieu merci, le Cameroun est un État enclavé. Nous disons que nous allons construire 1000 km de routes par an. Je prends seulement le cas, il y a les routes et il y a le logement social. Pour les routes, 1000 km de routes par an, ça coûte environ 400 milliards avec surfacturation. Parce que je rappelle que le kilomètre de route au Cameroun est l'un des plus chers d'Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la CONAROUTE, la Commission nationale des routes qui siège au premier ministère et qui nous dit que la moyenne en Afrique, en réalité, c'est 200 millions. 205 millions. Nous, on est à 400. Ça veut dire que ça va coûter en réalité maximum 300 milliards pour le faire, pour relier les arrondissements entre eux. Et ça va générer de l'emploi. Et comme nous allons nationaliser la commande publique, on va s'appuyer principalement sur les entreprises de BTP camerounaises, sur les jeunes entrepreneurs camerounais, sur les jeunes ingénieurs camerounais, pour que cela soit fait. Donc, vous voyez que globalement, ce schéma que je viens de vous présenter, simplement secteur agro-industriel, start-up et construction, nous sommes en 5 ans capables de vous dire que nous produirons nous générerons au moins 3 millions d'emplois. Énorme. Au moins 3 millions d'emplois. Nous vous croyons, Star c'est possible, nous l'avons toujours cru, et vous pensez... Et là, si vous permettez, oui, c'est d'ailleurs un créneau incroyable pour la diaspora. Parce que... Justement, qu'est-ce que vous nous promettez, nous, en la diaspora? Oui, mais écoutez, simplement dans le secteur agro-industriel, moi, ici, en Suisse, où je me trouve, j'ai rencontré de jeunes industriels camerounais, établis en Suisse, et qui, lorsqu'ils me donnent les prix des machines dans le secteur agro-industriel, je tombe des nues. Et ils vous disent que souvent, ils ont essayé de faire entrer ces machines au Cameroun, on leur demande 60% de droits de douane. Ils sont découragés, ils partent ailleurs. Mais c'est simple. Première chose, annulation des droits de douane sur toutes les machines importées dans le secteur agro-industriel. Annulation des droits de douane dans le secteur précis de l'agro-industrie. Je précise bien, le secteur de l'agro-industrie, on annule tous les droits de douane. Parce que moi, j'ai besoin d'industrie. Je veux industrialiser le Cameroun et je ne peux pas vouloir une chose et construire une barrière.
pour l'entrée de ces choses-là. Ça, c'est la première chose. En plus de ce que nous allons créer un guichet diaspora. Parce qu'on s'est rendu compte que nos compatriotes qui vivent dans la diaspora, lorsqu'ils arrivent, eux, ils ont les habitudes de la diaspora et c'est normal. C'est-à-dire ils viennent des environnements où les choses se font d'une certaine façon. Ils arrivent au Cameroun où les péages sont immenses, la corruption et la gouvernance ont tout détruit. Évidemment, ça, c'est des choses que nous allons évacuer. Mais dans un premier temps, et très rapidement, nous allons créer un guichet diaspora qui sera sous la tutelle du secrétariat d'État que nous allons créer pour la diaspora au niveau du ministère des Relations extérieures. Ce guichet unique, d'ailleurs, je vois que nous avons été imités dans cette idée, mais c'est tant mieux si elle est largement partagée, permettra que tous nos compatriotes qui viennent investir trouvent un créneau unique de facilitation de procédure pour qu'en un jour ou en deux, ils puissent mettre leur entreprise en route. Ça va plus loin. Moi, je vous dis, je crois fondamentalement à la diaspora. C'est vrai, quand je tiens ce discours, en venant ici, on m'a dit, mais non, les élections se gagnent au Cameroun, ça ne gagne pas à l'étranger. Je suis absolument d'accord. Mais le Cameroun que nous voulons construire, nous le ferons avec nos compatriotes qui sont à l'étranger. Et il faut les intéresser à nouveau à ce qui se fait au Cameroun. Donc, en plus de ce guichet unique pour la facilitation des procédures, il y a d'autres facilitations de façon statutaire que nous allons accorder. Moi, je dis, mais dites-moi, si un Camerounais me dit, parce que je pense à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est un Camerounais qui voulait construire un complexe sportif. Et il a perdu 300 millions de francs CFA pour acquérir l'espace. On le lui a bouffé en plus. Pour acheter le terrain, disons les choses simplement. Pour acheter le terrain, on lui a pris 300 millions. Un terrain qu'il n'a pas. C'est ça l'investissement étranger. Parce que quand on parle souvent d'investissement direct étranger, on voit seulement les investissements portés par les Anglais, les Américains ou les Suisses. Non. Il faut rappeler que vous qui êtes ici, si vous voulez créer une start-up comme celle-ci au Cameroun, c'est un investissement étranger. Parce que ça vient de l'étranger. Donc il y a ce que nous appelons un investissement national étranger. Et c'est ça que nous voulons encourager au premier chef. Il est temps que les Camerounais viennent construire leur pays. Alors dites-moi, quelqu'un qui vous dit, je veux construire un complexe sportif, pourquoi l'État ne peut pas lui donner ce terrain? Parce que l'État a du terrain. Le domaine national, le domaine public de l'État, le domaine privé de l'État. Bon, le domaine privé, c'est encore un peu plus compliqué, mais encore que, il est catégorisé. Tous les espaces ne sont pas des marécages. Encore que même le marécage, on les viabilise. Donc, l'État peut donner du terrain à Samuel Eto'o. Moi, je rêve de ce genre de volonté lorsque je serai président de la République. Mais la première, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au Gabon. Dès qu'il est allé au Gabon, le président Ali Bongo lui a donné un terrain gratuitement. Mais encore là, en Côte d'Ivoire. Mais il en a eu en Côte d'Ivoire. Mais regardez jusqu'où on va. On aurait pu lui donner ce terrain, même pas gratuitement, on aurait pu le lui prêter. L'État aurait même pu lui dire, ok, vous allez payer 10% tous les ans. Pour encourager l'investissement. Donc il faut cela. Autre chose à laquelle j'invite nos compatriotes de la diaspora, c'est à avoir des parts dans les entreprises publiques, à faire des placements dans les entreprises publiques. Je ne sais pas pourquoi, et c'est d'ailleurs pour ça que ces entreprises sont dans la mal-gouvernance, parce qu'elles échappent à la gouvernance standard normale. Il faut ouvrir les entreprises publiques aux parts des privés, que les privés, les compatriotes vivant à l'étranger, puissent avoir des actions dans des entreprises publiques. L'État, jusqu'ici, ça se fait généralement, l'État le fait. Actuellement, vous savez, il y a des entreprises d'économie mixte où l'État a des parts et vous avez le secteur privé. Moi, je dis aux compatriotes, on va le faire de façon simple. On va lancer un emprunt obligataire. Dès que je suis élu, je lance un emprunt obligataire d'1 milliard d'euros. Parce que nos compatriotes qui font des placements dans les banques étrangères, notamment dans l'Union européenne où nous sommes, ou à côté duquel nous sommes, ça ne rapporte pas grand-chose. Parce qu'à la vérité, la surliquidité de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, la surliquidité de la Banque Centrale Européenne fait que elle prête aux banques en réalité à des taux négatifs. Ce qu'il faut faire, et ce que je vais faire, je vais lancer un emprunt obligataire
libellés en euros, si on veut ce qu'on appelle les eurobonds ou quelque chose comme ça. Et ça fait que nos compatriotes pourront donc souscrire, ça va faire environ 650 milliards, c'est plus 1 milliard d'euros. Nos compatriotes de l'étranger vont donc prendre des parts dans cet emprunt obligataire. En réalité, en y participant, ça permettra qu'ils deviennent actionnaires dans des entreprises publiques, dans des secteurs porteurs, dans des secteurs prioritaires. Voilà encore quelque chose, il me semble, très nouveau d'ailleurs dans notre discours. Parce que moi je vous dis, je place l'humain au cœur de nos préoccupations. Et il faut que nos compatriotes rentrent participer. Et voilà un mécanisme. Ils ont les moyens, du moins pour ceux d'entre eux qui les ont, ça permet. Et mais vraiment on mettrait ça à la portée de tous pour que chacun puisse participer. Ça va recréer le lien ombilical. Bon, et à côté de tout ce que je viens de vous dire, vous comprenez que la question de la double nationalité est en réalité une banalité. C'est pour ça que je vois souvent il y a toute une inflation de débats autour. Je dis mais non. Enfin, il y a des choses qui sont obsolètes comme l'ordinateur d'il y a 20 ans. Enfin, débattre là-dessus pour tomber. Mais il n'y a rien de délicat là-dedans. La sécurité. Oui, mais enfin, encore que pendant longtemps, j'étais le seul à le dire. Donc, je suis étonné aujourd'hui. J'étais le seul, et je le suis toujours, à être prudent sur la question, et je vais vous dire pourquoi. Ouais. Mais d'abord, il faut comprendre. Le code de la nationalité de 68, il est obsolète, 1.1. Pourquoi il est obsolète? Il est obsolète parce que il est le fruit d'une fusion de deux législations. Il y avait la Nationality Act, qui était en vigueur dans le Cameroun anglophone, et l'ordonnance, je crois, de 61, qui était en vigueur. La Nationality Act datait de 48, l'ordonnance sur la nationalité du Cameroun francophone datait de 61. En 1968, le président Idjo a décidé de fusionner les deux, puisque le Cameroun était désormais un État. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il a également utilisé ça pour tenir en respect un certain nombre de personnes qui avaient des difficultés avec son autoritarisme. Et du coup, la réhabilitation de nationalité a été conditionnée par le décret présidentiel. Et on en est là jusqu'aujourd'hui. Le paradoxe veut donc qu'aujourd'hui, on demande aux compatriotes qui vivent à l'étranger et qui ont acquis d'autres nationalités pour s'intégrer dans d'autres pays, de renoncer à ces nationalités pour acquérir la nationalité camerounaise. Mais écoutez, vous, à supposer que vous soyez devenu suisse, vous créez votre entreprise avec les facilitations que la société suisse vous accorde comme Suisse. On vous dit donc maintenant que pour rentrer au Cameroun, vous devez abandonner cette entreprise pour que vous puissiez rentrer. Je dis non, on ne peut pas continuer à fonctionner comme cela. Il faut permettre aux Camerounais d'avoir la double, et même la triple, et même moi je l'appelle la plurinationalité. La seule réserve que j'y mets, c'est à propos des Camerounais qui ont changé de nationalité sans raison. Lorsque quelqu'un est DG au Cameroun depuis 25 ans, et qu'entre-temps il est devenu français, d'abord je me demande comment il a fait pour devenir français ou suisse. Parce qu'il y a des conditions de résidence parfois pour acquérir la nationalité. Mais ça c'est son affaire avec le pays qui lui a donné la nationalité. Comment quelqu'un qui est à la haute administration depuis 20 ans a pu changer de nationalité? C'est suspect quand même. Parce que lui, il n'a aucune raison d'avoir changé de nationalité. Mais il utilise la nationalité comme planche de salut. Sachant très bien quelle est la gouvernance qui est la leur, ils se disent que le jour où ça va péter, eh bien chacun prendra sa nationalité et l'excipera pour échapper. Et moi je dis cela, il faudra quand même qu'ils nous expliquent pourquoi ils ont changé de nationalité, mais globalement, ils ne sont pas très nombreux non plus. Parfait. Parlons de nationalité, on a une grande partie des Camerounais issus de la zone anglophone, qui est dispersée dans le monde entier. Ils sont américains, ils sont ce qu'ils sont. Ils vivent actuellement une crise terrible. Vous, étant élu au lendemain du 7 octobre, quelle sera votre première décision pour aborder cette crise? Non, on ne s'avance pas comme ça sur des questions où il s'agit de guerre. Là, il y a une guerre qui oppose des Camerounais. Non, mais il y a une guerre qui oppose des Camerounais aux Camerounais. Et c'est pour moi, chaque fois que j'en parle, l'occasion de m'incliner devant les mémoires des personnes tombées dans cette crise.
On ne règle pas la guerre à la va-vite. Que je vais arriver et je vais dire stop. En revanche, je suis sûr qu'il y a 3 ou 4 choses. La première, c'est que l'élection d'un nouveau président au Cameroun est déjà au moins à 50% une solution à cette crise. Ça va apaiser. Parce que l'un des facteurs aggravants de la guerre ou de la crise anglophone aujourd'hui, c'est la condescendance et le mépris de l'ordre gouvernant actuel. Le deuxième levier, de mon point de vue, c'est le dialogue. Le dialogue pour que nous nous entendions sur ce qui fait problème. Le troisième levier, il est d'ordre institutionnel, c'est le régionalisme. Moi, je ne suis pas pour le fédéralisme, je suis pour le régionalisme, c'est-à-dire la décongestion de l'État central. Actuellement, il y a hypertrophie au niveau central de l'État, ça alourdit l'État et ça périphérise davantage ceux qui sont à la périphérie. Et c'est ça qui exacerbe la nostalgie vis-à-vis du fédéralisme qui a donné lieu à cette crise. Quatrième levier, c'est plus, quatrième ou troisième, la révolution linguistique. Nous sommes restés trop longtemps captifs du français et de l'anglais. Il faut que les langues nationales accèdent au statut réel de langue nationale et deviennent des langues de scolarisation du primaire au secondaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Donc voilà globalement ce que je propose et puis évidemment le désarmement. On ne peut pas entrer dans le dialogue alors que nous tenons tous des fusils et que nous nous regardons en chien de faïence. Voilà le train de mesures que je propose immédiatement dès que je suis arrivé. Je reste convaincu que ça nous mènera vers la paix et la prospérité. Parfait, M. Cabral. Merci pour ces éclaircies sur votre projet que vous avez donc présenté, votre programme qui se décline en 11 axes, hein, c'est bien ça, et que je vous invite donc à suivre sur les plateformes discours. C'est déjà, quelle est la plateforme sur laquelle on peut avoir accès à tout? Non, dans Cabral Libye officiel, nous avons mis en circulation 3 ou 4 axes. Mais l'ouvrage global va sortir au début de la campagne avec pour titre le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Mais sur YouTube, dans les émissions comme la vôtre, je viens d'en décliner quelques aspects. Ça permet c'est plus digeste d'ailleurs comme ça. Cabral, cette interview c'est comme un testament parce que nous on va pour vous revoir avant le 7 octobre. La jeunesse camerounaise met ses espoirs en vos mains aujourd'hui. Cette jeunesse qui passe par le désert, qui meurt dans le désert, qui tombe en esclavage en Libye. Cette jeunesse qui est à Cotonou, je salue Eustache Mekina, cette jeunesse qui est en Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette jeunesse qui est partie s'exiler en Chine, qu'est-ce qu'un Camerounais fait en Chine? Il entend les Chinois parler. Cette jeunesse se mobilise aujourd'hui, vous donne sa confiance. Face à cette caméra, promettez-nous de ne pas nous décevoir. Décevoir cette jeunesse, ce serait me décevoir moi-même. Je ne suis pas hors de cette jeunesse. J'en fais partie, j'en suis l'émanation. Je mesure la responsabilité qui est la mienne, celle de porter l'espérance, celle de porter l'espoir. C'est une grâce et je compte effectivement la mériter. Vous parlez de la jeunesse qui meurt dans le désert. Il y en a une autre qui meurt, elle n'a même pas besoin d'aller dans le désert, elle meurt au Cameroun. Faute d'emploi, désœuvrée, dans le tramol, faute de nourriture, faute de soins médicaux. Cette jeunesse, elle est là. Elle est à Tokombéré. Elle est à Ambam. Elle est à Mokolo. Elle est à Izeka. Elle est partout. Elle est dans les rues. Le Cameroun, la jeunesse camerounaise, globalement, est en souffrance. Et moi, ça m'écoeure que nous ayons le potentiel que nous avons et que nous ayons l'intelligence que nous avons, le savoir-faire pour certains, et que nous soyons dans cette situation. Je peux vous le dire, en vous regardant droit dans les yeux, chers compatriotes, je compte mériter cette confiance que vous me faites jusqu'au bout. Je me battrai pour que le Cameroun, qui protège ses enfants et qui libère les énergies, voit le jour. Du sais, j'ai laissé ma vie, Dieu ne le permettra pas, que j'y arriverai. Je me bats pour cela depuis 14 ans. Je continuerai à me battre jusqu'à la fin du temps que Dieu me donnera à vivre. Vous pouvez me faire confiance. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que nous avons essayé de discuter en profondeur, qu'il nous a dit en profondeur qu'est-ce qu'il a porté pour la diaspora, pour la jeunesse camerounaise en général. Merci M. Cabral d'être passé par nous. Et pour ceux qui nous regardent, n'oubliez pas que je dois lever 200 millions de francs CFA. Et que même s'il n'y a que 15 000
Camerounais inscrits dans la diaspora, si sur 5 millions qu'ils sont, si 1 million seulement d'entre eux me donnent chacun 500 francs suisses, j'aurais dépassé les 200 millions qu'il me faut. Maintenant, les mécanismes de contribution sont connus. Il y a des plateformes, notamment www.cabral2018.org. Voilà. .com ou .org. Non, c'est .com. www.cabral2018.org. En tout cas, ça s'écrit au bas de l'écran. Voilà, vous pouvez participer pour cette collecte, ce fundraising. Cabral, lui, a besoin de 200 millions maintenant pour faire campagne et accéder à étudier, porter tous ses rêves. Merci d'être resté parmi nous. Merci d'avoir écouté ce brillant candidat, ce jeune. Merci encore de suivre le canal Suisse Flamand. Vous êtes des téléspectateurs privilégiés. On vous l'a prouvé aujourd'hui. Nous vous rapprochons de l'essentiel. Je suis Jordan Malcolm, j'étais avec le grand Cabral. Merci beaucoup.